Salut les chimistes, je suis super heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui on va parler amour, encore une fois, hormones, phéromones, fidélité, effet de l'ocytocine sur les troubles de l'autisme, bref, des sujets qui vont vous surprendre et qui vont vous intéresser, j'en suis certain. Allez, générique. Si t'as pas de labo, t'as blablaro, t'as blablaro. Bon, habituellement je dis pas ça en début de vidéo, mais je me suis rendu compte en regardant les stats de la chaîne hier, je me dis mince, il y a énormément de gens qui viennent voir les vidéos qui sont pas abonnés, et parmi les abonnés, vous êtes beaucoup à ne pas être notifiés, et même à louper pas mal de vidéos, donc c'est pourquoi prends le temps de t'abonner si c'est pas déjà fait, et pensez à activer la cloche de notif, parce qu'il y aura pas mal de vidéos qui vont arriver là en 2020, on va être chaud. Allez, c'est parti. Bon, tout d'abord les chimistes, merci pour l'accueil que vous avez réservé à notre court-métrage Quelle chimie dans l'amour. Franchement, ça a fait super plaisir à toute l'équipe, on est très contents. Déjà, si vous n'avez pas vu le court-métrage, je vous arrête tout de suite. Allez d'abord voir le court-métrage, tranquillou, pas sur un écran de smartphone de préférence, et puis ensuite vous revenez voir cette vidéo. Moi, le matin, je me réveille avec un barreau, mais phénoménal. Ouais, non. Eh bien c'est parti, je vais répondre à certaines de vos questions. Alors une des questions c'était quelle est l'origine de l'orgasme? Qu'est-ce qu'on voit dans le cerveau? Mais chérie, je croyais que ça parlait de chimie cette chaîne, en fait il nous parle de cul. Alors là c'est le professeur Sablonière qui m'a donné une réponse. Donc les neurobiologistes ils pensent à une forte activation du thalamus et du cortex singulaire qui serait soumis à un rythme de décharge élevé, donc pas d'observation et de mesure claire pour démontrer ça. Alors en IRM, c'est-à-dire en imagerie par résonance magnétique, c'est beaucoup plus clair. On observe une activation de nombreux circuits qui relient les régions sensitives. Donc le lobe préfrontal, l'amygdale du cerveau, qui est impliquée dans le ressenti des émotions, et surtout l'insula, qui est la région fortement impliquée dans le ressenti du plaisir. Et on a toutes ces régions qui s'activent simultanément, donc en fait il y a beaucoup de parties du cerveau qui clignotent en même temps lorsque tu as un orgasme. Ah, bordel de couilles! Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Blablaro labo, c'est pour les moins de 18 ans maintenant! Question suivante. Quelle relation entre le circuit de la récompense et le désir sexuel? Pourquoi ça marche de moins en moins bien quand on vieillit? Mais putain, il est pas censé nous parler de chimie celui-là! Pourquoi il parle encore de cul? Messager chimique, la 3,4-dihydroxyphényléthylamine, plus communément connue sous le nom de dopamine, est indispensable à votre survie. Sans elle et le circuit de la récompense, vous n'avez plus aucune motivation. Une petite astuce pour vous en rappeler. DOPA, pour désir obligé de passage à l'acte. Donc le circuit de la récompense et la dopamine n'ont rien de spécifique à l'activité sexuelle. C'est vraiment quelque chose qui est associé à tout plaisir ou toute recherche du plaisir. Dans le cas de l'activité sexuelle, il va y avoir en plus la testostérone qui va venir stimuler le tronc cérébral et l'hypothalamus, c'est ce qui va pouvoir déclencher l'acte sexuel. La testostérone n'est pas qu'une hormone masculine, c'est vrai qu'elle est 10 fois plus concentrée chez les hommes, mais on avait vu que chez les deux sexes, c'est cette hormone qui vient déclencher l'acte sexuel. Finalement, si on fait un petit bilan, il vous faut ces deux aspects pour avoir une bonne libido, donc dopamine plus testostérone. Voilà le vrai cocktail de la libido. Et du coup, chez une personne âgée, la dopamine est toujours présente, donc le désir sexuel peut rester intact. En revanche, avec l'âge, le taux de testostérone va diminuer, et donc mécaniquement, ça va moins bien fonctionner. Les odeurs jouent-elles un rôle dans la sélection du partenaire? Alors là oui, ça commence à être bien établi, la communication par les odeurs, elle est principalement inconsciente, mais je pense que vous serez tous d'accord que quand il y a quelqu'un que vous trouvez qui pue, vous n'avez pas envie de vous accoupler avec lui. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Tu pues de la gueule, pas si près, bah. Alors, clairement, l'odeur, ça joue un rôle super important. Peut-on traiter des troubles de l'autisme grâce à l'ocytocine? Alors là, il faut être extrêmement prudent avec ce qu'on dit là-dessus, donc pas créer de faux espoirs. Donc clairement, je vous le dis, non, il n'y a pas de traitement établi avec de l'ocytocine pour les troubles de l'autisme. Il y a des balbutiements, il y a des premières pistes, il y a des choses intéressantes. Voilà, alors l'ocytocine, bam, je vous mets la molécule ici, c'est cette molécule-là. Ce qu'il faut voir, c'est que, bon, c'est un neuropeptide, bref, mais c'est l'hormone de l'attachement, comme on l'a vu dans le court-métrage, elle permet l'attachement, les interactions sociales. Si vous prenez un individu et vous le droguez en inhibant ses récepteurs de l'ocytocine, il y a de fortes chances qu'il abandonne sa progéniture. L'ocytocine, je vous le rappelle, c'est le ciment de la relation à tous les niveaux, c'est ce qui permet l'attachement. Quelqu'un qui n'aurait pas de récepteur à l'ocytocine, un sociopathe.
Et il se trouve que c'est aussi une hormone qui est interespèce, hein, c'est-à-dire que c'est pas une hormone qui est seulement humaine, elle a été conservée au cours de l'évolution dans le règne animal, et puis maintenant, nous, on peut en bénéficier. Certaines expériences nous ont montré, y compris sur des animaux, que le manque de récepteurs de l'ocytocine, ou le manque de sensibilité de récepteurs de l'ocytocine se traduisait par des difficultés dans les interactions sociales. Forcément, on s'est dit, peut-être que chez les autistes, il peut y avoir un problème de ce côté-là. Alors, on s'est rendu compte que sur certains autistes, quand on administrait de l'ocytocine, on pouvait avoir une amélioration temporaire, donc ça dure pas longtemps, des interactions sociales, du décryptage des expressions chez autrui, du contact visuel, de ces choses-là, donc ce qui est déjà énorme. Alors maintenant, quelles sont les difficultés? Il y a plusieurs difficultés. Déjà, l'ocytocine, c'est une molécule qui est très lourde, donc qui ne passe pas les barrières dans le corps très facilement. Autrement dit, si je la prends par voie orale, elle ne va pas passer de l'estomac au sang. Si je la prends par voie intraveineuse, elle va aller dans le sang, mais elle ne passera pas du sang au cerveau. Elle n'arrive pas à passer la barrière hémato-encéphalique. C'est une trop grosse molécule. Et nous, l'objectif, c'est bien que l'ocytocine, elle aille dans le cerveau. Il nous reste une solution, c'est par spray nasal. Donc c'est vraiment avec un spray nasal. Et c'est le seul moyen que là, on a une petite quantité d'ocytocine qui arrive jusqu'au cerveau et qui va pouvoir se fixer sur les récepteurs. Donc déjà, vous voyez, on a ce problème que la seule voie d'administration possible qui conduit à un petit pourcentage d'ocytocine dans le cerveau, c'est la voie nasale. Ensuite, l'ocytocine, elle a une durée de vie qui est relativement courte dans le cerveau, quelques minutes seulement, donc elle se dégrade à une vitesse assez importante, donc non seulement on va en injecter très peu et elle va se dégrader très vite, donc avoir des résultats c'est compliqué. Par ailleurs, on n'est pas sûr que ce type de traitement, si on le faisait du coup 2 fois par jour par exemple à des autistes, serait supporté sur le long terme. Donc ça aussi, ça nous empêche de mettre en œuvre quelque chose. Donc globalement, vous voyez, on a plusieurs barrières. Donc il y a énormément de boulot, il faut trouver une molécule non toxique, plus stable dans le cerveau, qui va passer la barrière hémato-encéphalique de préférence, ça serait peut-être plus pratique, qui va se fixer sur les récepteurs de l'ocytocine et avoir le même effet, et qui sera brevetable. Ça fait quand même un cahier des charges assez lourd, donc me faites pas dire ce que j'ai pas dit, il n'y a pas de traitement, les troubles de l'autisme en plus, c'est quelque chose de très compliqué, hein, ça varie énormément d'un individu à l'autre, il y a des gens qui bossent dessus. Voilà. Question suivante, on dit souvent que l'amour s'arrête au bout de 3 ans, qu'en est-il? L'amour durable existe-t-il? Alors ça c'est vrai qu'on l'a tous entendu, l'amour s'arrête au bout de 3 ans, 7 ans, bref, chacun a sa version. La libération d'ocytocine est indissociable du circuit de la récompense et vous pousse à maintenir une relation avec l'être aimé. Si l'équilibre entre l'effet de la dopamine, des endorphines et de la sérotonine est correctement soutenu par un attachement physique et émotionnel, la phase d'amour passionnel peut perdurer tout en se modifiant sous l'effet de l'ocytocine. Si on tombe dans la routine et qu'on n'apporte pas de nouvelles petites choses, effectivement, le circuit de la récompense va petit à petit se désactiver, et on va rentrer dans la lassitude, hein, les sécrétions de dopamine, d'ocytocine vont être de moins en moins fortes. Et puis voilà, dans ce cas, l'amour s'éteindra au bout de... Ça va dépendre, c'est différent pour chacun. C'est tellement beau que bien souvent on n'a pas envie que ça change, on aimerait le vivre pour toujours, mais l'amour ça ne se fige pas, ça évolue. Si on essaie de le figer, on ira inéluctablement à sa perte. C'est la raison pour laquelle on entend souvent que l'amour s'éteint au bout de 3 ans. Tous les petits riens, les petites attentions que vous allez avoir pour l'autre vont permettre constamment de remettre du neuf, de relancer les petites sécrétions d'ocytocine, de dopamine, et puis finalement de conserver un attachement et un amour durable. C'est aussi une des raisons pour laquelle je suis assez hostile à cette idée de l'âme sœur, l'idée que vous avez quelqu'un qui est pour vous, et puis une fois que vous le rencontrez, c'est l'amour fou et tout va aller bien jusqu'à la fin de vos jours. Et non, c'est une connerie ça. Le problème avec cette idée, c'est que si ça foire dans le couple, au lieu de se remettre en question et de se dire bah tiens, on aurait pu faire différemment, on va juste se dire ah bah non, c'était pas la bonne personne. Mais si je trouve le bon, ça marchera. Et donc le coup d'après, qu'est-ce qu'on fait? On refait la même connerie. Ah, on est fou amoureux au début, on laisse le circuit de la récompense se désactiver, la relation se termine, putain, faut que je trouve le bon. Et non, c'est que vous avez rien compris. L'amour, c'est plus subtil que ça. Ça demande d'évoluer en permanence, c'est pas quelque chose de figé, donc ça se travaille aussi. Les taux d'hormones et leurs récepteurs peuvent-ils avoir une influence sur l'infidélité? Alors là, tiens, c'est une des questions sur lesquelles j'ai fait un post sur Instagram, donc je vous mets l'image ici, fait par mon ami Habib, vous pouvez aller voir sur le compte Insta, il y a plusieurs posts de ce style-là. Et en fait, alors là, on va parler de la vasopressine. Donc la vasopressine, c'est une hormone qui est connue depuis les années 50 pour son effet antidiurétique. Grosso modo, son rôle, c'est de maintenir une bonne hydratation, pas trop peu.
C'est aussi elle qui intervient quand vous avez la gueule de bois, ou plutôt qui n'intervient pas, vous inhibez la sécrétion de vasopressine, du coup on se déshydrate, on n'est pas bien, et voilà. Bon, le mécanisme de la gueule de bois et l'hydratation, on en reparlera, c'est promis. Bref, donc cette hormone est connue depuis très longtemps, mais il y a du neuf sous le soleil les chimistes. Il se trouve que récemment on s'est rendu compte que la vasopressine jouait également un rôle au même titre que l'ocytocine dans les interactions sociales. Et justement, regardez la structure de ces deux molécules, deux neuropeptides de structure très proches. En fait, leur structure ne varie que par celle de deux acides aminés qui les constituent. Alors on s'est rendu compte que cette hormone jouait un rôle dans les interactions sociales, notamment avec une étude qui commence à être assez connue. Dr Nozman en a parlé, on l'a entendu plusieurs fois à la radio, Bernard Sablonnière en parle dans son livre, mais c'est une étude, du coup je sais pas si vous la connaissez, c'est expliqué dans mon post Insta, sur les campagnols des prairies et des montagnes. Bref, on s'est rendu compte qu'on observait que les campagnols des prairies étaient plus impliqués dans leur famille, plus attachés à leurs compagnes, à leurs enfants, etc. Au contraire, le campagnol des montagnes, lui, il va niquer un peu partout, il est plus volage et il sait pas trop s'occuper de ses petits. Et on s'est rendu compte que pour le campagnol des prairies, il y avait une concentration en récepteurs de l'ocytocine et de la vasopressine plus élevée que pour le campagnol des montagnes. Paf, ah, tu t'y attendais pas à ce changement de plan, hein. Bon, c'est juste pour dire, si on voulait essayer d'extrapoler chez les hommes, on n'a pas trop le droit de le faire. Mais si on voulait quand même essayer de voir à quoi ça correspond le comportement vasopressine, parce que pour l'ocytocine, la dopamine, etc., vous avez compris, vasopressine, ce serait un petit peu le comportement protecteur familial. Et encore une fois, c'est une caricature, mais par exemple, donc, le gars qui a le taux normal de vasopressine, ou le bon taux de vasopressine, bah, il va être... voilà, il va s'occuper de sa compagne ou de son compagnon, de ses petits, etc. Un taux de vasopressine trop bas ou une concentration récepteur trop basse dans le cerveau, ça serait plutôt j'en ai rien à foutre et je vais ken à droite à gauche et voilà. Et à l'inverse, si c'est trop élevé, donc trop de vasopressine, ça serait plutôt la jalousie excessive, hyper... comment dit-on, quel est le mot? Exclusif, c'était ça le terme. Voilà, c'est juste pour vous donner une idée, mais évidemment extrapoler à l'humain, c'est toujours extrêmement compliqué, il y a tellement de facteurs. Voilà, je rends la parole à l'autre Blablaro. Allez, à plus. Alors chez les hommes, il y a commencé à avoir des expériences aussi, et donc il y a une expérience qui montre qu'il y a un variant du gène des récepteurs de la vasopressine, donc c'est le variant 334, qui a été associé au risque de mésentente conjugale, donc c'est ce qu'on a appelé un peu le variant du divorce ou un truc comme ça. On voyait qu'en fait sur un groupe de 550 personnes, ceux qui n'avaient pas ce variant avaient 2 fois plus de divorces statistiquement par rapport à ceux qui disposaient de ce variant. Alors attention, ces études-là, à prendre avec des pincettes, d'accord? Des fois c'est une étude sur une catégorie de personnes, bref. L'excuse ah chérie, j'ai pas le variant 334, désolé pour hier soir, je t'ai trompé. Ça marche pas trop. Ça marche pas trop, d'autant plus qu'il faut pas oublier tous les facteurs environnementaux, culturels, religieux, l'éducation, machin, donc voilà, c'est pas... Vous pouvez pas vous cacher derrière le variant 334, désolé les infidèles. Peut-on, doit-on traiter le chagrin d'amour? Je suis pas sûr de savoir bien répondre à cette question, mais enfin l'autre fois j'ai vu un truc, on a développé un traitement des chagrins d'amour, alors chagrin d'amour très très fort, hein, parce que c'est vraiment, on peut tomber dans un état dépressif hyper intense, selon les personnes, qui traitait ça avec du propanolol. Alors le propanolol à la base c'est un bêta-bloquant, je vais peut-être pas rentrer dans les détails mais je vous mettrai des liens pour ceux qui veulent creuser, et à la base on l'utilise plutôt pour traiter des pathologies cardiaques ou des migraines. Et donc en fait dans les années 2000 on se rend compte qu'il présentait un intérêt pour traiter le stress post-traumatique et on l'a d'ailleurs utilisé le propanolol en 2015 après les attentats de Paris. Alors clairement, traiter le chagrin d'amour avec le propanolol en France, non, mais aux États-Unis ou je sais plus, enfin il y a des pays où ils font ça. Et grosso modo, ce qu'on appelle la pilule de l'oubli, c'est-à-dire que vous allez prendre du propanolol, on va vous faire revivre la scène traumatisante, et en fait on va réenregistrer cette scène, mais avec un choc émotionnel beaucoup moins fort. Donc, d'une certaine manière, en fait, vous reprogrammez la mémoire, et ça permet de diminuer l'intensité du traumatisme, et voilà, bon, visiblement, je crois que ça donne des résultats, j'ai pas suffisamment creusé la question, s'il y en a qui en savent plus que moi, comme d'hab, vous savez que les commentaires sont un espace d'échange, donc là voilà, je réponds un petit peu sans avoir suffisamment approfondi les recherches, mais j'espère que ce sera l'occasion d'échanger avec vous, et puis moi j'irai lire un peu, donc je rajouterai des liens si je tombe sur des choses intéressantes. Conclusion. Voilà les chimistes, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu et que c'était pas trop fouillis.
Si on peut conclure quand même autour de toute cette chimie de l'amour, évidemment que c'est pas 2 hormones comme l'ocytocine et la vasopressine qui vont nous permettre d'expliquer tout ce qui se passe au niveau de l'amour. Certains peuvent avoir l'impression qu'avec la chimie et la génétique, on a un peu cassé la magie de l'amour, mais c'est pas vrai du tout. Il y a encore tellement de choses qu'on comprend pas. Parce que du coup, il y a effectivement l'aspect chimique, génétique, mais il y a l'aspect culturel et surtout l'aspect psychologique. D'une personne à l'autre, ça sera toujours très différent, très incompréhensible, très irrationnel. Donc, pour moi, les mystères et la magie de l'amour restent entiers. Comme d'habitude, vous pouvez suivre les aventures plus quotidiennes sur Instagram, Facebook, Twitter. Si vous voulez soutenir la création de vidéos, et là on en a grand besoin pour l'année qui vient, vous pouvez nous soutenir sur Tipeee et Utip. Et quant à moi, je vous dis à bientôt au labo!